Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta. Omerta, ce sont des documentaires, des reportages, un magazine, mais aussi des grands entretiens. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Hofer Bronstein. Monsieur Bronstein, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Avant de commencer, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Hofer Bronstein, je suis né au siècle dernier dans une petite ville du désert en Israël qui s'appelle Beersheva. J'ai eu la chance que mes parents aient immigré pour des raisons économiques, comme tout immigré avec leurs valises et dans un bateau et en France. Et venir en France était peut-être le plus beau cadeau que mes parents m'aient fait. Et depuis, j'ai toujours été entre la France et Israël. Je suis un militant pour la paix, ce qui m'a permis de vivre des expériences émouvantes, exceptionnelles et parfois très dures et très tristes, comme celle que je vis en ce moment. Et je suis marié, j'ai 3 enfants qui sont dispersés dans le monde. Et je détiens 3 passeports, 2 nationalités, mais 3 passeports, le français, l'israélien et un passeport palestinien. Et je les porte avec fierté, bien que certains n'apprécient pas beaucoup mon passeport palestinien, d'autres le passeport israélien. Ils sont tous d'accord pour le passeport français. Tout le monde l'aime. Vous êtes aussi président du Forum pour la paix, international pour la paix. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quand je suis retourné en France il y a 21 ans, la dernière fois, avec un ami comme un frère qui s'appelle Anis El-Kak, qui a été secrétaire d'État aux Affaires étrangères dans l'autorité palestinienne et ambassadeur dans plusieurs pays. Son dernier poste était en Suisse. On a décidé de créer un petit think tank. C'est pas un mouvement. On n'a pas l'ambition de sortir des dizaines de... On ne fait pas de manifestations. Nous, on est plus un carrefour. On permet à des gens de se rencontrer, d'échanger. Il y a eu des périodes où le forum était plus actif. Il y en a eu d'autres, comme celle-là, où il est un peu moins actif. Lui est occupé, moi je suis occupé par d'autres choses. Mais c'était ça l'idée du forum, c'est d'être plutôt un lieu de rencontre ou un lieu de soutien. Parce qu'on a tendance, par rapport au processus de paix, ou voilà, au conflit israélo-palestinien, à nommer les grandes organisations et à soutenir les grandes organisations. On soutient toujours celles que l'on connaît. Alors qu'il y a énormément d'ONG, petites ONG, surtout du côté palestinien, qui n'ont pas les moyens de se faire connaître, qui ne savent pas où aller chercher des moyens ou des subventions. Donc, un de nos objectifs, c'est justement de soutenir celles-là, qu'elles aient un peu plus de visibilité, de leur permettre de leur donner ce qu'on a dans notre carnet d'adresses, de les présenter à des bailleurs de fonds, de les orienter. Suite aux attaques du 7 octobre, il y a eu cette réponse massive de l'armée israélienne. Quel est votre point de vue sur cette situation, sur la riposte? J'aurais voulu que le 7 octobre n'existe pas. Et j'aurais voulu qu'il n'y ait pas de riposte au 7 octobre. Moi, je suis furieux contre la communauté internationale. Après le 7 octobre, on a l'impression que tout d'un coup, on a découvert le conflit israélo-palestinien. Que tout d'un coup, on a découvert que Gaza vivait dans la pauvreté la plus grande, qu'un mouvement djihadiste islamique en avait pris le contrôle, que le gouvernement actuel israélien était d'une grande virulence et faisait la promotion de certains extrémistes et des colonies, comme s'il n'y avait rien eu avant. Et c'est dans ce sens-là où je suis furieux contre la communauté internationale. Salomé est là, vous avez omis de dire que le président Macron m'a aussi chargé d'une mission de rapprochement entre Israéliens et Palestiniens. Il y a déjà 2 ans, on a remis un premier rapport à son équipe à l'Élysée. Il y a quelques autres diplomates où on a commencé le rapport en disant Gaza d'abord. On savait que Gaza, si on laissait pourrir la situation à Gaza, elle pouvait être très dangereuse, elle pouvait s'enflammer et exploser. Et donc je suis consterné et furieux que personne n'ait voulu regarder les problèmes et les résoudre en amont. Je suis fatigué des situations où on doit toujours être des pompiers. Et ce que la communauté internationale est devenue par rapport au conflit israélo-palestinien, c'est des pyromanes pompiers. On met le feu
en ne voulant pas voir qu'il y a des braises déjà, on les encourage, et après on vient et on verse beaucoup d'eau, jusqu'à au prochain incendie. La spécificité de cette crise-là, c'est que je pense que tout le monde a pris conscience que cette fois-ci, il faut régler le problème d'une façon permanente, pérenne, qu'il fallait respecter les droits des uns et des autres. Ce qui s'est passé le 7 octobre est un acte inadmissible. C'est un acte de barbarie, c'est pas un acte de guerre. Tout d'abord, toutes les guerres, il n'y a pas de bonne guerre. Pour moi, toutes les guerres sont mauvaises. Mais il y a quand même des degrés. L'Holocauste, ça a été le summum de la cruauté, de la brutalité, de la dangerosité de l'être humain. Et ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre en touchant des civils, en kidnappant presque 200 personnes, dont des enfants de 3 ans, en tuant des jeunes qui étaient venus dans le désert passer la nuit à danser, à s'aimer, à profiter de la vie. Et en plus, toute cette population du sud d'Israël qui est proche de Gaza, ce sont des kibbutzim, des moshavim. C'est une population qui est considérée comme étant pacifique et la gauche israélienne. C'est des gens qui avaient des relations avec les Palestiniens de Gaza. C'est des gens qui travaillaient avec les Palestiniens de Gaza. C'est des gens qui respectaient les Palestiniens de Gaza. Se venir toucher le cœur d'Israël. Et de cette façon-là, ça m'a horrifié. Il y a un autre élément du 7 octobre qu'il va falloir à un moment donné comprendre, parce que moi, je ne l'ai pas encore compris, c'est comment l'armée la plus forte du monde, les services de renseignement les plus performants du monde, paraît-il, n'ont pas pu voir quelques 2 ou 3 000 jeunes hommes avec leur scooter rentrer en Israël, massacrés pendant des heures, le temps que l'armée israélienne réagisse. Il y a eu des lacunes au niveau... Mais ce n'est pas des lacunes, c'est une catastrophe. Il y a beaucoup de personnes, quand la guerre se terminera, il y a pas mal de personnes qui vont devoir démissionner de leur poste, et peut-être certains même aller en prison. Ce qui s'est passé au niveau de la lacune sécuritaire, à la fois pour ne pas avoir vu venir, et à la fois pour ne pas être venu à l'aide et à temps, c'est criminel. Cette armée-là ne pouvait pas se le permettre. Du côté israélien, c'est un traumatisme qu'Israël va avoir beaucoup de mal à se remettre. C'est la première fois depuis la création de l'État d'Israël qu'une force étrangère frappe dans le cœur d'Israël. Toutes les guerres d'Israël ne sont pas arrivées dans les villes et dans les villages. Elles étaient à la frontière, elles étaient entre deux armées. Là, c'est pas entre deux armées, c'est une organisation considérée comme terroriste, que moi je considère en tout cas comme terroriste, et des civils. Ensuite, l'armée est intervenue. Et donc, il y a des gens qui vont avoir des comptes à rendre à la population israélienne. La population israélienne a compris, plus que jamais, qu'elle risque sa vie, un citoyen israélien risque sa vie où qu'il aille. Et déjà, les Israéliens vivent dans ce sentiment justifié et non justifié, que tout le monde est contre eux, que le monde arabe veut les détruire, que le monde musulman ne les respecte pas. Donc ils vivent dans cette situation de paranoïa, et ça c'est venu l'alimenter. Et donc les Israéliens ne se remettront pas facilement de ce traumatisme. Quant à la réaction d'Israël, encore une fois, on est étonné de cette réaction. Ça a toujours été la politique d'Israël, que lorsque on lui jette une pierre, elle jette une bombe. Quand on lui jette 10 pierres, elle va jeter 100 bombes. Le Hamas connaît très bien la société israélienne. Les leaders du Hamas, c'est des gens qui ont fait de la prison en Israël. C'est des gens qui parlent hébreu et qui lisent les journaux israéliens, qui savent exactement comment l'armée israélienne allait réagir. D'ailleurs, ils étaient très bien préparés. Il faut dire que l'attaque du Hamas du 7 octobre, bravo. C'est-à-dire, au niveau de la préparation de leur attaque, ils ont fait des choses que des armées parfois ne sont pas capables de faire. Donc ils étaient très bien préparés, ils étaient très bien renseignés, et ils savaient qu'Israël allait réagir avec une énorme violence. Israël a réagi avec une énorme violence. Israël a fait déjà une guerre parce qu'une fois on lui a kidnappé 3 soldats morts. On a pris sur le sol, on a kidnappé 3 soldats israéliens qui étaient déjà morts, on les a fait rentrer au Liban. Ça a valu une guerre. Alors le Hamas savait que kidnapper 250 personnes, tuer 1000 ou 1200 personnes, en blesser des centaines et des milliers, Israël allait
Et en plus, aujourd'hui, le gouvernement israélien et l'armée israélienne, à cause de la bavure du 7 octobre, est obligé de prouver aux citoyens israéliens qu'ils sont là pour les défendre. Donc il fallait qu'ils fassent quelque chose qui soit... et malheureusement, moi je suis de ceux qui disent qu'il faut tout de suite arrêter le feu, qu'il y a ce qui se passe au niveau humanitaire à Gaza est inacceptable, inhumain, qu'il y a eu trop de morts, qu'il y a trop de blessés, qu'il y a trop de victimes, qu'il y a trop de destruction. Et je ne pense pas que ça serve la cause ni de l'État d'Israël, ni l'objectif de cette opération militaire. Il y a un débat en Israël, pourquoi cette opération militaire aussi virulente, aussi difficile? Est-ce que c'est uniquement pour libérer les otages, ou est-ce que c'est pour détruire, massacrer le Hamas? C'est deux choses totalement différentes. Vouloir libérer ces otages, chaque pays aurait voulu faire ce qu'il peut pour libérer les otages. On sait très bien aujourd'hui que par la guerre, par cette guerre-là, on n'arrivera pas à libérer Israël n'arrivera pas. Ça fait déjà 4 mois qu'ils sont en guerre. À ma connaissance, je crois qu'il n'y a que 2 otages qui ont été libérés par cette opération-là. Alors, pourquoi Israël s'entête dans cette stratégie militaire? Écoutez, je ne suis pas un analyste militaire, mais je crois qu'à ce stade, Israël, je vous ai dit, ils veulent prouver à leur opinion publique qu'ils sont protégés, qu'ils sont une armée forte, et qu'il y a une petite lacune le 7 octobre, mais vous voyez, maintenant on va se rattraper, et on va leur montrer ce que c'est. 2, je pense qu'ils espéraient qu'avec le maximum de violence, il y aurait des gens à l'intérieur de Gaza qui pourraient les aider à leur dire où se trouvent les otages et à récupérer. 3, c'est qu'il y aurait des gens à Gaza qui leur diraient où se trouvent les militants du Hamas, et que, après tellement de force, après tellement de violence, les gens du Hamas diront basta, on arrête. C'est des scénarios qui se sont pas, pour l'instant, qui se sont pas réalisés. Une partie des otages a été libérée, et j'en suis ravi. Il y a eu des échanges. Ça coûte cher à Israël. Aujourd'hui, le prix est, entre guillemets, pour un otage, on donne entre 10 et 50 prisonniers palestiniens. Moi, je suis de ceux qu'il faut libérer tous les otages qui restent en vie. Je crains qu'une partie d'entre eux aujourd'hui ne le sont plus. Mais moi, je suis que, quoi que ça coûte, si je suis un leader israélien aujourd'hui, s'il faut libérer les 9 000 ou les 10 000 prisonniers palestiniens qui se trouvent dans les prisons israéliennes pour que les 130 ou les 125 otages soient libérés, je libérerai les 10 000 Palestiniens. Si ça coûtait le prix d'exiler une partie du leadership du Hamas à Doha ou à Istanbul ou ailleurs, je paierai le prix. Israël a demandé à la population gazaoui d'aller vers le sud. Les bombardements se sont poursuivis et la frontière égyptienne ne sera pas ouverte, a priori. Dans quelle situation se trouvent les civils gazaouis? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai commencé en disant je suis furieux contre la communauté internationale. Tout le monde sait que Gaza est une prison à ciel ouvert. Tout le monde sait que c'est le plus grand camp de réfugiés au monde. Tout le monde sait que c'est l'endroit où il y a le plus grand nombre d'êtres humains au mètre carré. Et sur 450 km carrés qui est la bande de Gaza, il y a aujourd'hui 2 200 000 personnes qui vivent. Donc c'était déjà explosif. Le PIB annuel par habitant à Gaza, avant la guerre, était d'à peu près 2500-2700 $. Alors qu'en Cisjordanie, il était de 3500 $, et qu'en Israël, il était de presque 50 000 $. Alors 2500 à Gaza, 50 000 en Israël, vous voyez, les écarts, ils sont énormes. 70% des jeunes gazaouis sont au chômage. L'eau n'est pas toujours potable. Même l'accès à l'électricité n'est pas régulier. Donc on a un camp de réfugiés qui vit dans la pauvreté, qui vit dans la misère. Avant, il y avait une époque où on donnait des permis de travail aux Gazaouis qui pouvaient venir en Israël travailler, rentrer le soir et pour nourrir leur famille. Aujourd'hui, ça ne leur est pas permis. Donc la plupart d'entre eux ne peuvent même pas aller en Israël pour travailler. Et bien entendu, ils n'iront pas en Égypte pour travailler. La situation économique en Égypte est aussi mauvaise qu'elle l'est à Gaza. Donc on savait que
que Gaza était une prison à ciel ouvert. Et quand les autorités israéliennes, je les respecte, dans le sens où quand même ils essaient de la jouer correcte en prévenant les gens, on va bombarder, et tirez-vous. Encore une fois, il n'y a pas de bonne guerre, mais il y a des niveaux. Si vraiment c'est fait, et si ça peut sauver la vie de quelques personnes, c'est une bonne chose. Malheureusement, on a vu qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des victimes collatérales. Et la plupart d'entre elles sont des civils, sont des femmes et des enfants. Sur les 30 000, on a dépassé les 30 000, je crois, hier ou avant-hier. Une grande majorité, ce sont des civils, des femmes et des enfants. Et je ne peux que le déplorer. Maintenant, on leur a demandé d'aller dans le sud pour pouvoir, ce qu'ils appellent, nettoyer le nord. Alors, tout d'abord, ils ne sont pas arrivés à nettoyer tout le nord. Une partie des gens n'ont pas voulu quitter chez eux. Et on l'a vu hier avec ces terribles accidents, attaques, des camions qui ont provoqué la mort de plus de 100 Palestiniens qui étaient prêts à mourir pour manger. Ils étaient prêts à mourir pour manger. C'était des hommes qui savaient qu'ils se trouvaient dans une situation qui était terrible, abominable, pour pouvoir manger, pour pouvoir amener un peu à manger à leurs enfants. Donc il y a 100 personnes qui sont mortes parce qu'ils voulaient manger. Alors est-ce qu'il y a eu aussi des terres israéliens? Apparemment, il y en a eu quelques-uns. Est-ce qu'Israël est responsable de cette situation? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il y aura une commission qui va enquêter sur cette histoire? Peut-être. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que, un, ça ne se reproduise pas. Deux, que le monde regarde ce que peut faire un père de famille pour pouvoir amener quelque chose à manger à ses enfants. En ce qui concerne la population civile de Gaza, dans le sud, qui continue d'être bombardée, et la frontière égyptienne qui semble ne pas s'ouvrir, dans quelle situation se trouvent les civils? Et est-ce que vous avez des informations sur leur situation? Moi, je parle presque tous les jours avec des amis qui se trouvent à Gaza. Et ce qu'ils vivent est insupportable. Et déjà, vivre à Gaza avant était insupportable. C'était qualifié comme étant la plus grande prison à l'air libre. C'est le plus grand camp de réfugiés au monde. C'est 2 200 000 personnes qui vivent sur un territoire très restreint de 430 ou 450 km². Et l'armée israélienne, quand elle a commencé par le nord, parce qu'elle est venue du nord progressivement, a prévenu la population du nord qu'elle devait dégager parce qu'ils allaient bombarder, ce qu'ils ont fait. Et donc on les a obligés à aller vers le sud. Aujourd'hui, il y a presque 1,7 million ou 1,8 million Gazaouis qui sont autour de Rafah, dans le sud. Ça n'empêche qu'une partie est restée dans le nord et dans le centre de Gaza, à Gaza City. Et on parlait du massacre de la farine qui s'est produit hier à Gaza, où des hommes étaient prêts à mourir pour pouvoir manger, étaient prêts à se donner la mort pour pouvoir amener à manger à leurs enfants. Et ce qui est terrible, je ne sais pas qui est responsable de cette... Je veux croire qu'en réalité, c'est une série d'incidents qui a provoqué ce bain de foule qui a tué tellement de personnes. Il y a eu, ce qui paraît aussi, quelques tirs de la part des Israéliens qui en a tué quelques-uns. Mais ce qui m'intéresse à ce stade, c'est pas qui est fautif et pourquoi ça s'est passé. Il y aura une commission d'enquête, ils vont nous le dire dans quelques mois. Dans quelques mois, malheureusement, beaucoup de civils peuvent encore mourir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on arrête aujourd'hui. Et j'espère que ça se fera dans les plus brefs délais. Mais pour répondre à votre question, aujourd'hui, la majorité se trouve dans le sud, et on sait très bien que les Égyptiens ne veulent en aucun cas permettre aux Gazaouis de rentrer sur le territoire égyptien pour plusieurs raisons. Les Égyptiens ont leurs propres problèmes économiques. Et la dette égyptienne aujourd'hui, elle est de 300 milliards de dollars. Elle est énorme. La pauvreté en Égypte est énorme. La corruption en Égypte est problématique. Donc avoir une population aussi grande de réfugiés, de gens pauvres, rentrer en Égypte, c'est pas, les Égyptiens ne le veulent pas. Il y a aussi une dimension politique. N'oublions pas que le Hamas est une émanation des frères musulmans. Et que les frères musulmans sont aujourd'hui les ennemis jurés du leadership de Sisi et du leadership égyptien. Donc à la fois avoir des réfugiés pauvres et misérables et à la fois des membres des frères musulmans, l'Égypte n'en veut en aucun cas. Donc ces gens-là
ils sont bloqués. Maintenant, j'ai entendu qu'aujourd'hui, on leur dit, parce qu'Israël veut peut-être faire une opération dans Rafah pour soi-disant retrouver des otages, pour peut-être tuer encore quelques leaders du Hamas, donc on leur demande de retourner dans le nord. C'est aberrant, ils ne peuvent plus retourner dans le nord. Il n'y a pas où retourner dans le nord. La plupart d'entre eux ont perdu leur maison. Donc, on ne peut pas s'imaginer la souffrance que vivent aujourd'hui les citoyens, les citoyennes de Gaza, les enfants de Gaza. Vous avez été conseiller d'Emmanuel Macron sur la question du conflit israélo-palestinien. Quelle a été sa réaction à la suite du 7 octobre et face à la riposte israélienne? Contrairement à ceux qui aiment faire du Macron bashing et de le critiquer à chaque fois qu'il dit quelque chose, je crois qu'il a été assez cohérent dans ses positions depuis le 7 octobre. On lui a reproché de ne pas avoir été parmi les premiers à aller en Israël pour soutenir et pour démontrer sa solidarité avec les Israéliens après le 7 octobre. Lui, il a choisi, et il a bien fait de le faire à mon avis, d'y aller un peu plus tard, mais de préparer son voyage. C'était le premier leader occidental qui allait en Israël, mais qui ensuite est allé aussi à Ramallah rencontrer le président de l'autorité palestinienne, M. Mahmoud Abbas, qui après est allé voir le roi de Jordanie, et Abdallah, et qui, on a terminé, j'étais du voyage, et notre visite au Caire a rencontré le président Sisi. Et l'objet était, et il en a parlé pendant le voyage, c'est qu'il y ait une coalition internationale contre le terrorisme. Alors on l'a critiqué parce qu'il a dit que ça devrait être la même que celle contre Daesh. Alors c'est vrai que ça ne peut pas être la même, parce qu'il y a des pays qui appartiennent à la coalition internationale contre Daesh qui n'accepteront pas d'être dans une coalition contre le Hamas, comme le Qatar ou la Turquie. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que le Hamas ou le terrorisme, ce n'est pas le problème d'Israël. C'est un problème que malheureusement tous les pays en ont été victimes d'une façon ou d'une autre. Donc il faut que la communauté internationale fasse des efforts pour que le terrorisme ne soit pas un moyen militaire de s'exprimer. Que des musulmans pensent que c'est un moyen politique de s'exprimer, moi j'y adhère pas, mais je peux le comprendre. Donc ça c'était la première proposition qu'il avait fait en arrivant là-bas. La deuxième, c'est de l'humanitaire, on savait déjà qu'il fallait agir très rapidement pour venir soulager la population gazaoui et reconstruire Gaza. Encore une fois, mieux vaut tard que jamais, mais il a dit il faut reconstruire Gaza. Moi, je pense qu'on aurait dû commencer à le faire il y a déjà 20 ans, mais on ne l'a pas fait, je le déplore. Et la troisième, c'est d'avoir un plan politique. Aujourd'hui, on sait, Israël est la première à le vouloir, comme tout le monde d'ailleurs, que le Hamas ne pourra plus diriger Gaza. Qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une direction, un leadership qui dirige Gaza. Le plus naturel, c'est que ce soit les Palestiniens. On ne va pas leur apporter des technocrates suédois ou norvégiens pour gérer Gaza. C'est aux Palestiniens de gérer leur vie. Ce qui représente aujourd'hui les Palestiniens, jusqu'aux prochaines élections, c'est l'autorité palestinienne. Qu'elle soit dirigée par Mahmoud Abbas aujourd'hui ou par quelqu'un d'autre prochainement, je pense que prochainement il y aura un changement de leadership chez les Palestiniens, c'est leur problème. Ils ne pourront pas le faire seuls. Ils sont faibles et ne pourront pas le faire seuls. Donc il est naturel que les Égyptiens, qui sont les plus proches et qui connaissent le mieux Gaza, les soutiennent. Il est naturel que le pays le plus puissant de la région, qui s'est engagé déjà à investir pour reconstruire Gaza et reconnaître l'État d'Israël, c'est l'Arabie Saoudite qui en prennent part. Il est naturel que les Émirats Arabes Unis, qui font déjà des efforts dans l'humanitaire, qui sont exceptionnels et qui sont partants pour aider l'autorité palestinienne. Donc on a déjà aussi une coalition de pays arabes qui est prête à aider l'autorité palestinienne à prendre le contrôle de Gaza. Ça ne suffira pas. L'ONU est prêt à mettre des soldats à lui, peut-être une coalition, comme ça a été fait après la paix avec l'Égypte en 1977, où il y avait une force UNIFIL qui était dans le Sinaï pour être à la frontière. Les idées ne manquent pas. Ce qu'il faut, c'est de la détermination politique, une volonté politique de la part de la communauté internationale et de la part des pays arabes et de l'autorité palestinienne. Et surtout,
d'Israël. Et aujourd'hui, Israël, dans ce sens-là, est totalement divisé. Le Premier ministre actuel, Netanyahou, dit nous, on va rester là-bas, ou alors qu'ils amènent les Égyptiens ou qu'ils amènent un autre pays pour diriger Gaza, mais en aucun cas, ça va être l'autorité palestinienne. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que le prix à payer en faisant rentrer l'autorité palestinienne à Gaza, et en ayant un seul interlocuteur, pas comme ce qu'il y avait jusqu'à maintenant, un interlocuteur à Ramallah, qui est l'autorité palestinienne, et un autre à Gaza qui s'appelle le Hamas. Ouais. Et donc, Netanyahou, tout le temps dit, on n'a pas d'interlocuteur. Vous voyez, ils sont divisés entre eux. C'était le prétexte ou l'excuse pour ne pas pouvoir penser qu'un État palestinien pouvait naître. C'était l'intérêt de... C'était l'intérêt de la droite israélienne, et c'est toujours son intérêt, de ne pas vouloir la solution des deux États. Aujourd'hui, il n'a pas d'alternative. Dire on ne veut pas l'autorité palestinienne, c'est une bonne chose, mais il n'a pas d'autre alternative. L'extrême droite israélienne, elle dit si, nous on a une alternative. On va recoloniser Gaza. On va laisser l'armée israélienne à Gaza et on va mettre des colons à Gaza. C'est des rigolos. Parce que l'armée israélienne a quitté Gaza il y a 20 ans justement pour ces raisons-là. Elle n'avait aucune raison d'être là-bas. Secondo, ces fachos israéliens, ces extrémistes israéliens, ces messianiques israéliens qui malheureusement sont au cœur du pouvoir en Israël, qui ne veulent que du mal aux Israéliens, qui ne veulent que du mal aux Juifs, qui me font honte à moi, je n'ai même pas les mots pour les décrire. C'est un cancer dans le corps du peuple juif et c'est un cancer dans le corps de la population israélienne. Et malheureusement, aujourd'hui, ils sont dans le gouvernement. Ces gens-là voudraient aller monter une petite colonie dans Gaza et être gardés par des milliers de soldats qui vont se faire abattre comme des lapins tous les jours. Donc ça, c'est pas une alternative. Les Israéliens ne nous laisseront pas faire. Est-ce qu'on est en face d'un risque génocidaire à Gaza ou d'un véritable génocide, non. Comme le dit la Cour internationale Non, la Cour internationale ne l'a pas dit. La Cour internationale... Il y a un risque. Ah oui, moi je dis les mots ont un sens. Si on veut garder sa crédibilité, il faut faire attention à la façon dont on décrit les choses. On est loin d'un génocide, et heureusement que c'est le cas. Parce que quand on parle de génocide, ça nous fait penser aux Arméniens, ça nous fait penser à la Shoah, ça nous fait penser au génocide africain de Rwanda. C'est pas le même cas de figure. Il n'y a pas des soldats israéliens qui viennent avec des couteaux et avec des manchettes ou dans des camps de concentration pour mettre le maximum de Palestiniens et les faire tuer. 30 000 morts palestiniens, c'est énorme. Et je vous dis, je parle avec des amis palestiniens à Gaza tous les jours, j'en pleure. Mais il y a quand même 200 000 Palestiniens. Donc il faut faire attention, on n'en est pas là. Et je n'ai pas encore vu des soldats ou des tanks israéliens mettre contre le mur 100 ou 200 ou 1000 Palestiniens et les abattre comme ça. Et donc il faut faire attention au sens des mots. Parce que celui qui utilise le terme de génocide se décrédibilise. Israël est très contente qu'il y ait des gens qui disent génocide. Parce qu'après, vous voyez, ils font des fake news. Vous voyez, ils font de la propagande contre nous. Où vous avez vu de génocide ? Quel pays dans le monde envoie et annonce à ceux qui vont être au quartier qui vont être bombardés qu'ils allaient être bombardés pour leur permettre de quitter leur maison. Il y a peu de pays qui le font. En Ukraine, les Russes ne le font pas. Donc, ce que fait l'armée israélienne doit cesser tout de suite. Il y a eu trop de victimes. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu. Il n'y a pas de solution militaire au conflit israélo-palestinien. Il n'y a qu'une solution politique au conflit israélo-palestinien. Il faut que les otages soient libérés le plus rapidement possible. Et il faut que l'autorité palestinienne et une seule voix palestinienne prennent le pouvoir à Gaza pour devenir un seul interlocuteur face à Israël et à la communauté internationale. Mais c'est en aucun cas un génocide. Vous avez dit les mots ont un sens. Est-ce que vous pensez, parce que la cause palestinienne a beaucoup été reprise en France, notamment avec les députés de la France insoumise. Est-ce que vous pensez qu'il y a de la récupération politique ? Absolument. Absolument. Quel intérêt à utiliser ? Moi, j'ai vu certains leaders de cette gauche, comment il s'appelle, la France insoumise, traiter la présidente du Parlement en français, et avec des mots et une terminologie qui est très, très grave, qui est très dangereuse. On sait très bien que cette dame, ses parents sont des rescapés de la Shoah. Donc on dit pourquoi elle est allée camper
à Tel Aviv, on sait très bien que les gens vont faire un rapprochement entre les camps de concentration et la présidente du Parlement. C'est irresponsable. Et on met dos à dos, avec tout le respect que je n'ai pas pour le conflit israélo-palestinien. J'ai beaucoup de respect pour les Israéliens et les Palestiniens, qui sont encore une majorité, qui veulent faire la paix, qui veulent se parler entre eux, qui veulent terminer la journée, rentrer chez eux, pouvoir aller en vacances avec leur famille, pouvoir acheter une paire de baskets à leurs enfants ou un ordinateur à leurs enfants. Et ceux-là veulent la paix. Je vous garantis, et vous parlez d'instrumentalisation, on fait de ce conflit, du côté israélien et du côté palestinien, de plus en plus de personnes veulent que ça devienne un conflit religieux. Parce qu'à partir du moment où c'est un conflit religieux, on ne peut plus le résoudre. Parce que c'est Dieu a dit. À partir du moment où c'est Dieu a dit, tu ne peux plus discuter. Ça n'est pas un conflit religieux, c'est un conflit national. De deux peuples qui chacun prétend avoir des droits égaux sur un territoire spécifique. Ces deux peuples doivent trouver un arrangement pour se partager le territoire, pour se partager la souveraineté, pour vivre dans la liberté et dans le respect mutuel. Mais en aucun cas, ces deux peuples doivent faire appel à Dieu ou à des rabbins, ou à des imams, ou à des curés pour résoudre leurs problèmes. Le Hamas est l'ennemi du peuple palestinien. Le drapeau du Hamas, ce n'est pas le drapeau de la Palestine. Le drapeau du Hamas, c'est le drapeau vert. L'opération qu'il a lancée le 7 octobre s'appelle l'opération de libération d'Al-Aqsa. C'est-à-dire qu'il est allé tuer des civils israéliens, des enfants israéliens dans le sud d'Israël pour libérer Al-Aqsa, pour libérer la mosquée. Donc il voulait que ce soit une opération religieuse. Les fous furieux qui en Israël aujourd'hui, de l'extrême droite israélienne, quand ils te parlent, c'est des territoires qui lui ont été promis, que c'est la terre promise. Promise par qui? Promise par Dieu. Donc le dialogue n'est plus possible. Va prouver que Dieu te l'a promis, montre-moi les papiers que Dieu qui t'a signés, où est le notaire de Dieu? De toute façon, la notion de terre promise ou de lieu saint, Al-Aqsa est un lieu saint, le mur de lamentation est un lieu saint, la terre est une terre promise, c'est des notions que je ne comprends pas. Moi, il n'y a pas de lieu saint pour moi. Moi, je m'intéresse beaucoup plus aux maternités qu'aux cimetières. Ces gens-là s'intéressent aux cimetières et aux tombes et ne pensent pas aux maternités et aux universités. Une terre qui est promise, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, on est en 2024. Aujourd'hui, on va aller vers Mars. Aujourd'hui, on est dans l'intelligence artificielle. Demain, on va être dans la physique quantique. Qu'est-ce qu'on nous parle Il y a des petits pays qui sont très très petits et qui sont très performants dans tous les domaines. Donc, le fait d'avoir un grand morceau de terre ou un petit morceau de terre n'a rien à voir avec les valeurs ou avec la richesse que tu peux avoir. Aujourd'hui, la richesse des êtres humains, c'est pas dans la quantité de terre qu'ils ont, mais c'est dans la quantité de matière grise qu'ils ont. Pour ce qui concerne le gouvernement de Benyamin Netanyahou, est-ce que, selon vous, vous l'avez expliqué, la solution à deux États sera possible avec Netanyahou? Netanyahou est une girouette politique. La seule chose qui compte pour Netanyahou, c'est Netanyahou. D'ailleurs, Netanyahou a toujours dit, on oublie que Netanyahou a fait des accords avec Yasser Arafat. D'ailleurs, c'était le premier ministre à la fin des années 90, en 97 ou 18, qui a signé des accords avec Arafat pour démanteler la colonie juive de Hébron. Pas n'importe laquelle. Il ne les a pas respectés, mais il les a signés. Netanyahou, à plusieurs reprises, avait dit « je suis pour la solution des deux États ». Aujourd'hui, il ne le reconnaît pas. Donc là, Netanyahou, c'est une girouette. Aujourd'hui, il utilise des mots très durs d'extrême droite pour faire plaisir à sa coalition d'extrême droite. Mais si demain, il avait une autre coalition, je peux vous garantir qu'il rêve d'avoir une autre coalition, parce que celle-là n'est pas facile à gérer, il utiliserait des propos totalement différents. Le compte à rebours pour le départ de Netanyahou a commencé. C'est une question de semaines, c'est une question de mois, mais je ne pense pas que Netanyahou restera au pouvoir en 2025. Netanyahou doit quitter le pouvoir dans les prochains mois. Et certainement, si une commission d'enquête... je ne crois pas qu'il va attendre les résultats d'une commission d'enquête pour quitter le pouvoir. Déjà, en ce moment, il y a une crise qui a commencé hier à propos des religieux. Il y a une loi qui dit que les religieux doivent servir dans l'armée eux aussi.
parce que pour l'instant, c'est d'autres qui vont se faire tuer pour eux. Et la coalition risque d'exploser à cause de ça. On va le savoir la semaine prochaine. Il y avait eu des polémiques avant le 7 octobre autour d'une réforme de la justice en Israël. Quelle est la position aujourd'hui de la gauche israélienne vis-à-vis de la direction que prend le gouvernement israélien? Est-ce que la société civile est derrière ce gouvernement? Vous savez, tout d'abord, les notions de gauche et de droite, aujourd'hui, moi, je pense qu'elles sont à revoir, elles sont caduques. C'est des raccourcis pour nous de dire gauche et droite. Parce qu'à la base, la différence entre gauche et droite, c'est sur des problèmes sociétals. C'est sur une stratégie, une idéologie économique. Alors qu'en Israël, gauche et droite, c'est ceux qui veulent un État palestinien et ceux qui ne veulent pas un État palestinien. C'est aberrant. Une certaine gauche en Israël qui est ultralibérale au niveau économique, et une certaine droite israélienne, comme les religieux séfarades de chasse, qui au niveau économique sont à gauche. Donc il faut faire attention à ces notions-là parce qu'elles sont aujourd'hui superficielles, il faut les renommer. Mais disons que ta question, elle se divise en deux en fait. Une grande partie de la population palestinienne qui pendant des mois, pendant presque un an, tous les jours, par dizaines et par centaines de milliers, sont sortis dans les rues pour dire on ne veut pas cette réforme judiciaire parce que c'est une autoroute pour la dictature, parce que Netanyahou veut contrôler, l'exécutif veut contrôler aussi l'exécutif et le législatif veulent contrôler aussi le juridique et les magistrats et les nommés. Donc ils sont sortis pour dire on n'en veut pas, ça c'est l'autoroute pour la dictature. Et je les respecte énormément, j'ai rarement vu dans le monde, pendant un an, des 200, des 300 000 personnes chaque samedi dans les rues. N'oubliez pas qu'Israël, c'est 9 millions d'habitants. 300 000, c'est presque 5% de la population israélienne, au total, qui sortait chaque semaine dans les rues pendant un an. La guerre est venue arrêter ce processus, parce que la guerre prime pour les Israéliens, et ils sont aujourd'hui tous solidaires autour de cet ennemi commun. Il y a une unité qui s'est faite derrière Netanyahou ? Non. C'est ça qui est intéressant aussi. Après le 7 octobre, quand les Israéliens ont décidé d'aller se libérer leurs otages et d'attaquer massivement le Hamas, il y a une unité, une solidarité auprès de la population israélienne qui était exceptionnelle, extraordinaire. Vraiment, comme un coup de poing, ils se sont tous unis pour aller se défendre. Mais ce n'était pas autour de Netanyahou. C'était pour aller se défendre eux. Parce qu'ils ont compris que Netanyahou, son gouvernement et certains membres des services de renseignement et de l'armée ne les ont pas défendus. Donc la solidarité n'était pas autour de Netanyahou. La solidarité était autour de l'État d'Israël. Elle était assez spectaculaire. Mais tout le monde comprend aujourd'hui que Netanyahou, vous voyez les sondages. Les sondages, ces 4-5 derniers mois, d'une façon régulière, montrent qu'il a perdu 50-60% de son pouvoir, alors que son opposant principal, qui est l'ex-ministre de la Défense, Benny Gantz, a gagné 50%. Je ne vois pas comment Netanyahou peut rester au pouvoir. Sauf si cette guerre continue, c'est dans son intérêt, parce que lui, il dit tant qu'il y a la guerre, on ne fait pas d'élections. Des élections et de la guerre, ça ne va pas ensemble. Est-ce qu'il a assez de force pour promouvoir aussi une guerre avec le Liban? Parce qu'il n'est pas seul. Est-ce qu'il y a assez de gens dans l'armée, dans les services de renseignement, dans l'establishment israélien pour aller vers une guerre dans le Nord? Je ne le pense pas. Ils ont quand même dit qu'ils étaient capables de faire ce qu'ils font à Gaza, à Beyrouth. Ils l'ont déjà fait. La dernière guerre au Liban, l'aéroport de Beyrouth a été détruit, le port de Beyrouth a été détruit. Les Israéliens, quand ils réagissent avec énormément de force. Ce que les Israéliens ont fait, ce que le président Macron fait depuis le 7 octobre, c'est d'appeler les Libanais, de leur dire « ne déconnez pas ». Les Israéliens en ce moment sont très chauds, ils risquent de péter un câble très rapidement. Si le Hezbollah déconne dans le nord, ils ne vont pas attaquer le Hezbollah, ils vont attaquer Beyrouth. Donc je pense que le message est passé chez les Libanais. Et je pense que le Hezbollah montre qu'il est un peu solidaire avec les Palestiniens, mais il n'en fait pas trop. Il n'en fait pas assez pour provoquer une guerre. Et j'espère je ne pense pas que c'est dans l'intérêt des Iraniens non plus de voir toute la région s'enflammer.
Donc je veux espérer que dans le Nord, ça reste très, très fragile, mais ça ne justifie pas une guerre qui sera terrible. On voit qu'au niveau américain, Anthony Blinken pousse pour une résolution rapide à 2 États. Vous avez dit qu'avec Netanyahou, ce ne sera pas possible. Ça veut dire est-ce que le comportement de Netanyahou est contre-productif pour l'État d'Israël? Netanyahou, il peut se la jouer Tarzan et Superman. Nous, on sait ce qui est bon pour les Israéliens. On n'en a rien à foutre des Américains, on n'en a rien à foutre des Européens. On sait ce qui est bon pour nous et on agira selon nos besoins. Tout d'abord, quand on dit « nous », il parle de lui. Les Israéliens, aujourd'hui, je ne pense, comme encore une fois les sondages le prouvent, ne sont pas tous derrière lui. Secondo, avec tout le respect que je lui dois, tu ne peux pas sortir contre les Américains. Si aujourd'hui les tanks israéliens sont capables de tirer des obus, ou les avions israéliens sont capables d'intercepter par radar des bateaux ennemis, c'est grâce aux Américains. D'hommes de fer. D'hommes de fer, c'est grâce à l'intelligence et à la technologie israélienne, mais grâce au financement américain. Est-ce qu'Israël ne risque pas de perdre son allié toujours, hein. Exactement. Mais tout d'abord, les démocrates au pouvoir aux États-Unis ont une dent contre Netanyahou. Ils ne vont jamais oublier l'offense qu'il a fait en allant devant le Congrès juste avant les élections, alors qu'Obama était au pouvoir, pour cracher dans la gueule des démocrates. Biden était vice-président à l'époque et ne l'oublie pas. Donc les démocrates ont des comptes à régler avec Netanyahou, et ils les règlent, à mon avis, ils ne les règlent pas assez rapidement. Mais ça, c'est des considérations américaines. Secondo, dès qu'il va traverser la ligne rouge, où ça peut mettre en danger les intérêts américains dans la région, avec tout le respect pour Israël, ce n'est pas le seul allié des Américains dans la région. L'Arabie Saoudite est l'allié des Américains, les pays du Golfe sont les alliés des Américains, l'Égypte est l'allié des Américains, la Jordanie est l'allié des Américains. Dès que ces pays-là vont vivre, à cause de Netanyahou ou à cause du gouvernement israélien, risquent de vivre des tremblements, les Américains ne laisseront pas faire. Et donc Netanyahou, à un moment donné, quand ils vont lui dire assieds-toi, il va s'asseoir. Quand ils vont lui dire tais-toi, il va se taire. À mon avis, ils ne le font pas assez vite. Par exemple, moi je déplore, je regrette que la dernière résolution de l'ONU de la semaine dernière, appelant à un cessez-le-feu, les Américains ont mis leur veto. Alors que 13 membres du Conseil de sécurité avaient voté pour, que l'Angleterre s'était absentée, que les Américains ont émis leur veto. D'un côté, ils n'ont pas eu tort, parce que cette résolution qui avait été proposée par les Algériens, il lui manquait un élément qui aurait peut-être pu aider les Américains à ne pas mettre le veto, c'est qu'ils ont appelé à un cessez-le-feu, et ils avaient raison, mais ils n'ont pas appelé à la libération des otages. Et à mon avis, ça, c'était une lacune. Mais on a déjà vu une fois dans l'histoire des relations entre Israël et les États-Unis, à l'époque d'Obama d'ailleurs, je ne me rappelle plus quelle résolution c'était, les Américains n'avaient pas émis leur veto, mais ils s'étaient abstenus, et Israël a tremblé. Au niveau de la diplomatie internationale, on a vu la Russie, la Chine ou le Qatar se positionner en médiateur. Est-ce qu'on est en train de changer au niveau de l'ordre du monde en termes de poids? Est-ce qu'il y a des pays qui sont en train de prendre le relais, vu que l'Occident a tendance à moins prendre part au débat? Bonjour. Ça fait déjà un moment que le monde est devenu un monde multipolaire. Ça fait déjà un moment que des pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud, la Chine, bien entendu, l'Inde, ont leur mot à dire et ne sont pas prêts à baisser la tête et dire oui à tout ce que l'oncle Sam veut. C'est dans ce monde-là que M. Poutine a trouvé la petite voie où s'insérer pour dire « moi je représente les malheureux, je représente les pauvres ». C'est du cynisme de la part des Russes, mais ça prouve qu'il n'a pas non plus tort, qu'il y a aujourd'hui une bonne partie de la population mondiale qui n'est pas sur la même ligne que les Américains. Mais vous parlez de la diplomatie internationale. Et je ne sais plus qui avait dit une fois que la guerre est trop dangereuse pour être laissée aux militaires. Et moi je pense que la paix est trop précieuse pour être laissée aux diplomates. Les diplomates, surtout les diplomates qui touchent au conflit israélo-palestinien, la plupart d'entre eux, c'est des rigolos. C'est des gens qui savent lire, qui savent écrire des rapports, qui ont en général du très bon vin et du très bon whisky chez eux dans leur maison pour les cocktails. Mais on ne les a pas vus. Moi, je ne me rappelle pas d'un accord de paix
ou d'un accord qui a été signé entre Israël et ses voisins où la diplomatie était impliquée. Ça a toujours été par des chemins après elle rentre dans le jeu. Il manque de courage, il manque de détermination, il manque de volonté politique. Moi, je trouve que ce qu'ont fait certains diplomates français il y a quelques semaines, en publiquement attaquant le président Macron, en lui disant « t'as rien compris au conflit israélo-palestinien, tu déconnes avec ce que tu fais avec Israël, tu devrais, je parle en raccourci, mais tu devrais rééquilibrer ton message », que ce soit des diplomates à la retraite qui le fassent, ils ont le droit, mais que ce soit des diplomates en poste qui le fassent, c'est inacceptable. Si j'avais été président de la République, il serait maintenant ici au bord de la Seine en train de boire un café et plus dans leur belle demeure ou dans les endroits où ils sont ambassadeurs. Est-ce que la France a encore une voix qui porte ? La France peut avoir une voix qui porte. Si elle se donne les moyens d'avoir une voix qui porte. Mais si encore une fois elle laisse dans la main des diplomates sa voix, ça va être une voix très faible et très enrouée. Si elle existe. À mon avis, il ne faut pas la laisser uniquement. Les diplomates sont là pour faire du suivi, les diplomates sont là pour faire de la préparation. Mais on l'a bien vu, ils ne sont pas là pour prendre des initiatives. Le président de la République a une ligne, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, c'est tout à fait légitime, il faut suivre sa ligne, ou alors démissionner, et faire en sorte qu'elle marche. La voix du président de la République par rapport au conflit israélo-palestinien est la bonne. Mais ce n'est pas seulement la voix de ce président-là. La voix de tous les présidents de la République française depuis Mitterrand en 1981 était la bonne. Ils ont tous dit « Israël est notre ami ». On est là pour garantir la sécurité de l'État d'Israël. Mais en même temps, il faut garantir la justice, il faut garantir la liberté, il faut garantir l'indépendance d'un État palestinien. Ils l'ont tous dit. Donc Macron le dit, le président Macron le dit aujourd'hui, il faut suivre sa voie. Moi, je suis ravi parce que moi, en tant que chargé de mission, je lui dis tout le temps qu'il faut reconnaître l'État palestinien, même s'il n'y a pas de négociation. Jusqu'à maintenant, on a dit que l'État palestinien naîtra à partir du moment où il y a des négociations entre les Israéliens et les Palestiniens. Ça fait 25 ans qu'on nous dit qu'il n'y a pas de négociation. Il y en a, on signe des accords, on ne les respecte pas, il n'y en a pas. Viens, on fait le contraire. On est tous d'accord qu'il faut qu'il y ait un État palestinien. Reconnaissons-le. Moi, je voudrais que la France, 5e puissance mondiale, membre du Conseil de sécurité, reconnaissent un État palestinien demain. Et qu'après, les Israéliens et les Palestiniens s'assoient et décident des modalités. Où sera la frontière, comment diviser Jérusalem, comment régler le problème des réfugiés, quelles relations économiques on aura, quelles relations de bon voisinage on aura. Mais si on est pour la création d'un État palestinien, la création d'un État palestinien est dans l'intérêt d'Israël. Il n'y a que la paix avec les Palestiniens et une reconnaissance d'Israël par les pays arabes et musulmans qui garantira la sécurité de l'État d'Israël. Et les Israéliens qui aujourd'hui veulent continuer dans l'élan des accords d'Abraham à faire la paix avec des pays arabes. Et avant le 7 octobre, l'Arabie saoudite était vraiment à 1 millimètre de reconnaissance mutuelle avec Israël. Si on veut que des pays comme l'Arabie saoudite rentrent dans ce processus, que des grands pays musulmans comme l'Indonésie rentrent dans ce processus, que demain la Libye, la Tunisie ou l'Algérie fassent partie de ce processus de reconnaissance de l'État d'Israël, il faut passer par la création de l'État palestinien. Et quand les pays arabes et musulmans vont reconnaître l'État d'Israël, c'est ça qui va garantir sa sécurité. Qu'avez-vous pensé de la réaction d'un Dominique de Villepin après les attaques, qui a dit qu'on ne lutte pas contre le terrorisme, puisque le terrorisme est un moyen. Dominique de Villepin qui s'était opposé à l'invasion américaine en Irak. Je sais qu'il a bien parlé, mais je ne me rappelle pas de ce qu'il a dit. C'est ça le problème de Dominique de Villepin. Il parle très bien, il est très beau, mais au bout de quelques minutes, je n'ai pas suivi la logique. C'est lutter contre le terrorisme est un moyen, et lutter contre le terrorisme ou faire la guerre au terrorisme, ce n'est pas résoudre le conflit. Ah mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas détruire le Hamas militairement. Est-ce que c'est le discours à l'Élysée en ce moment ? Je pense qu'il y a beaucoup de... En tout cas, le président Macron comprend très bien que la destruction du Hamas est impossible. Vous savez, le Hamas, comme tous les mouvements fondamentalistes, extrémistes, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs, se nourrissent de deux choses. Ils se nourrissent de l'ignorance et ils se nourrissent de la pauvreté. Si on combat la source du problème,
qui est la pauvreté et qui est l'ignorance, quand ces gens-là vont avoir des bons jobs, bien rémunérés, qu'ils vont avoir des bonnes écoles pour leurs enfants, qu'ils vont avoir la liberté de voyager, de sortir, de se promener, de rencontrer le monde, je vous garantis qu'ils ne vont pas passer leur temps à préparer un attentat dans un bus ou dans une école. Je ne vois pas beaucoup d'extrémistes en Suède, au Danemark ou en Suisse. Pas parce qu'ils sont meilleurs. On les a vus, certains d'entre eux étaient des nazis. En Allemagne, il y avait beaucoup de nazis. Mais c'est parce qu'ils vivent d'une façon... parce qu'ils ont de bonnes écoles, parce qu'ils ont des bons jobs, parce que le citoyen allemand aujourd'hui ou danois n'a aucun besoin d'aller tuer des enfants et des femmes. Donc il faut s'attaquer à la pauvreté. C'est pour ça que je vous dis, moi je suis furieux contre la communauté internationale. On savait que ça allait exploser à Gaza. On savait que la pauvreté et l'ignorance étaient en train de gangréner la population gazaoui. On savait quelles étaient les réponses qu'il fallait pour ça et on ne les a pas données. Aujourd'hui, on va les donner en les payant beaucoup plus cher. Mais il faut les donner parce que sinon, l'enfant qui vient de perdre son père, l'enfant qui a vu sa maison détruite, la petite fille qui a vu son frère mourir, si demain on ne lui donne pas de l'espoir, si demain on ne lui donne pas une vie décente, ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre, ça sera de la rigolade par rapport à ce qu'eux vont faire. Ils étaient prêts à mourir pour manger hier. Alors imaginez-vous que si on ne fait pas quelque chose pour eux, dans 15 ans, ils vont être prêts à mourir et à tuer encore 1000 personnes pour pouvoir se sentir dignes et libres. Donc il faut leur redonner espoir. Ofer Bronstein, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Chers abonnés, merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Omerta.